Chers amis, cette matinale se poursuit ce matin. Il y a un sujet que je voulais absolument aborder. On l'aborde, bien entendu, dans le Talk 5 avec Clémence. Et ce matin, je voulais qu'on y revienne dessus. Vous le savez, c'est ce fameux traité OMS, traité pandémie et RSI. Beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux. Mais ce matin, je voulais qu'on en parle avec des gens qui se sont saisis de cette problématique-là et de cet avenir assez sombre que nous réserve l'OMS. Et pour ça, j'ai appelé, bien entendu, Karine, qui est membre du conseil d'administration du syndicat Liberté et Santé. Et bonjour, Karine, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Merci d'être là en tout cas ce matin. Et maître Laetitia Rigaud, bien entendu, avocate. Et vous aussi, vous participez à ce syndicat Liberté Santé. Et on va essayer avec tous les deux, merci d'être là ce matin, on va essayer de bien comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce que nous risquons. Quelle est l'épée de Damoclès que l'OMS fait planer au-dessus de notre tête? Karine, je vais commencer par vous. Finalement, ce traité pandémie, une question assez brute et assez ouverte, mais qu'est-ce qui représente et est-ce qu'on doit s'en inquiéter de cette histoire finalement? Nous, en tout cas, nous nous inquiétons beaucoup. Ouais. Ce que l'on craint par-dessus tout, c'est que la loi du 5 août 2021 devienne une norme, tout compte fait. Alors, je ne sais pas si les personnes qui écoutent cette émission savent ce que c'est que cette loi, donc je vais rappeler. Rappelez-le-nous, comme ça sera plus simple. Donc, la loi du 5 août 2021 a imposé une obligation, a imposé un vaccin, le vaccin qu'on dit Covid, aux soignants et personnel assimilé, c'est-à-dire les pompiers, les secrétaires médicales, même les gens qui travaillaient en télétravail, voilà. Toutes ces personnes ont été obligées de se faire injecter avec un produit expérimental. Donc déjà, c'était une forte atteinte aux traités internationaux, comme le Code de Nuremberg, la Convention d'Oviedo, le traité d'Helsinki. Donc déjà, c'était un problème. Mais comme si ça ne suffisait pas, ils en ont rajouté encore en mettant des mesures qui étaient en totale contradiction avec le Code de la santé publique, le Code de la fonction publique et puis le Code du travail. Voilà. Et donc, nous, à l'époque, on n'a pas su d'où venait cette loi. On l'a subie comme ça de plein fouet. Et quand les avocats nous ont parlé, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, de ce qui se tramait du côté de l'OMS avec la réforme du règlement sanitaire international et tout un travail est fait pour élaborer un traité international pour intervenir en cas de pandémie, on a tout de suite compris d'où venait cette loi du 5 août, en fait. Parce qu'on y retrouve, nous, ça nous a beaucoup inquiétés quand dans le règlement sanitaire international, on a lu que toutes les mesures auxquelles les pays devaient quand même souscrire en cas de mesures, s'ils prenaient des mesures pour contrer des épidémies, il fallait quand même qu'ils respectent les droits humains, la dignité humaine et les libertés fondamentales. Or, ce n'est pas ce qu'on a vu du tout avec justement la loi du 5 août, comme je viens de l'exprimer. Voilà. Et ces notions-là ont été remplacées par quoi? Par des notions de cohérence, d'équité, de solidarité et d'inclusivité. Alors, bien sûr, ces termes ne sont même pas définis dans le RSI. Donc, on les interprète un petit peu comme on veut et c'est exactement ce à quoi on a assisté. C'est-à-dire mesures de cohérence. C'est quoi? Je crois que c'est ce qu'on a appelé la proportionnalité. Est-ce que c'était proportionnel? Est-ce que c'était cohérent de faire vacciner des personnes jeunes sans comorbidité, parce que la plupart des soignants sont globalement en bonne santé, sont plutôt jeunes, avec un produit expérimental. On a fait passer la pilule en disant oui, c'est cohérent finalement, parce que ça va permettre de protéger les patients, donc par mesure de solidarité. Et donc, on retrouve toutes ces notions-là. L'équité, c'est tout le monde le même traitement, qu'on soit enceinte, pas enceinte, qu'on soit jeune, sans comorbidité, on s'en fiche. On a tous le même traitement, cette injection. Et puis, l'inclusivité, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Tout le monde, le même traitement. Voilà, il n'y a personne qui peut y échapper. On a vu, très, très peu de contre-indications étaient autorisées pour ne pas se faire injecter ce produit-là. Donc, bien sûr, quand les avocats nous ont parlé de ça, voilà, notre crainte première, c'est que cette loi du 5 août, qui est vraiment une hérésie sur le plan juridique, elle ne devrait pas exister. D'ailleurs, elle n'est toujours pas abrogée et maintenant on comprend pourquoi. On comprend pourquoi il y a tant de réticence à l'abroger alors que des députés
ont demandé qu'elle le soit. Ils ont réussi d'ailleurs, en tout cas à l'Assemblée nationale, à faire voter en première lecture leur texte qui croupit depuis un an à l'Assemblée, au Sénat. Voilà. Alors, Voilà, je vais me tourner. Merci beaucoup pour cette introduction, c'est intéressant. Je vais me tourner vers Maître Rigaud. Maître, vu du droit, pour abonder dans le propos, ou du moins pour compléter le propos, vous, avec vu du droit, comment on peut l'analyser? Comment vous l'analysez finalement ce début? Alors, moi, je focaliserai pas sur la loi du 5 août 2021. Ouais. Karine a été claire sur ce qu'elle en pense. Je pense que effectivement, le Covid-19 a été l'occasion pour l'OMS de prendre une place de lui laisser l'espoir de prendre une place qui n'est pas la sienne jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, l'OMS, il y a quand même assez peu de gens qui s'intéressaient à ce qu'elle faisait avant la pandémie de Covid-19. Et elle a été d'ailleurs très, très critiquée au moment du Covid-19 sur des positions qu'elle a prises, sur son absence de réactivité, sur son incapacité à interroger clairement la Chine sur l'origine du virus et ce qui se passait chez elle. Elle a été très, très critiquée, l'OMS, à ce moment-là. En retour, elle a beaucoup critiqué les États en disant que c'était de leur faute si la gestion de la pandémie avait été calamiteuse, puisque ça, c'est ce qu'on essaye de nous imposer comme vision, c'est que la gestion de la pandémie Covid-19 a été calamiteuse et que pour les prochaines pandémies à venir, on ne sait pas quand et on ne sait pas par quel virus, mais que pour les prochaines pandémies mondiales à venir, il faut qu'on dispose d'une organisation centrale dotée de pouvoirs très importants pour gérer mieux la pandémie à venir que ce qui a été fait au niveau de la pandémie Covid-19. Donc, c'est pour ça qu'en 2021 et 2022 est née l'idée, effectivement, d'adopter un traité. Alors, vous l'avez bien dit en introduction, il y a deux textes qui sont proposés en ce moment à l'OMS. L'Assemblée mondiale de l'OMS s'est ouverte lundi. Et elle se clôture vendredi. Et donc, ces textes doivent être soumis au vote vendredi matin. Il y a deux textes. Donc, ce matin, Oui, ce matin. Donc, donc effectivement, c'est un jour important. Donc, il y a deux textes qui vont être soumis ce matin à l'Assemblée mondiale de la santé. C'est le règlement sanitaire international, qui est un texte qui existe depuis maintenant presque 70 ans, qui a été modifié pour la dernière fois en 2005 et qui effectivement donnait un cadre, mais vraiment extrêmement large et relativement flou à la gestion de problèmes d'urgence de santé publique qui se révèlent au niveau international. Ça, c'est un texte qui existait déjà. L'OMS a décidé en 2021-2022 de doubler ce texte d'un second texte. C'est ce qu'on appelle le traité pandémie, ce second texte, le CA+. Et ce sont ces deux textes qui sont donc soumis ce matin à l'Assemblée mondiale de la santé pour adoption. Ces deux textes, très clairement, sont l'occasion pour l'OMS de mettre la main sur la santé mondiale. D'ailleurs, on nous parle de couverture sanitaire universelle. Donc, c'est vraiment l'occasion pour l'OMS de prendre une place qui n'était pas la sienne et une place qui apparaît très problématique. Une place qui, d'ailleurs, ne fait pas l'unanimité puisque on verra bien qui va être voté ce matin à l'AMS, mais il y a quand même des soucis. Les États, finalement, ne sont pas prêts à aller aussi loin que ce que l'OMS aurait espéré. Il n'y a pas d'accord, a priori, des 194 États membres de l'OMS, c'est-à-dire quasiment, pour la faire courte, l'ensemble de la planète. Il y a quelques pays qui ne sont pas membres de l'OMS, mais dans l'ensemble, c'est très large. Il y a une grande majorité de pays qui, finalement, ne sont pas d'accord pour donner à l'OMS les pleins pouvoirs. Et c'est pour ça qu'au niveau du traité pandémie, on part du principe qu'il devrait être reporté. Son adoption ne devrait pas avoir lieu ce matin ou aujourd'hui. Par contre, pour le règlement sanitaire international qui existe depuis donc à peu près 70 ans, il faut savoir que les majorités pour adopter la modification de ce texte sont moins élevées que celles qui sont nécessaires pour adopter le traité pandémie. Donc, ce texte-là devrait être soumis au vote
ce matin. Tout ça, je le dis sous les plus extrêmes réserves parce que ça change tous les jours. Tous les jours, encore les négociations se poursuivent. Donc finalement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Normalement, d'après les informations qu'on a, le traité pandémie ne sera pas soumis au vote, mais le RSI le sera. Et le texte le plus dangereux, c'est le RSI, le Règlement sanitaire international modifié. Et il est très dangereux parce qu'il donne au directeur général de l'OMS des pouvoirs qui n'étaient pas les siens jusqu'à maintenant, et il lui donne le pouvoir de prendre la main sur la santé mondiale en cas de pandémie, sachant que la définition qui est faite de la pandémie ou de l'urgence de santé publique de portée internationale dans les textes est tellement floue que n'importe quel événement extraordinaire ou inattendu peut être qualifié de pandémie, indépendamment du nombre de cas, indépendamment, parce qu'il n'y a pas de limites chiffrées qui sont fixées. On ne sait pas combien de nombre de cas, on ne sait pas quelle létalité du virus, on ne sait pas combien d'États touchés. À partir du moment où c'est un événement inattendu ou extraordinaire, le DG de l'OMS aura seul le pouvoir de déclencher toutes les mesures qui vont avec la gestion d'une pandémie. Alors, il a des avis à prendre, mais ce ne sont que des avis consultatifs. Donc, il est bien le seul à prendre une décision pour déclarer une pandémie et prendre des mesures temporaires ou à plus long terme pour gérer cette pandémie ou cette urgence de santé publique de portée internationale. Donc, c'est très, très grave parce que c'est une grave atteinte à la souveraineté des pays membres de l'OMS et donc à la souveraineté des pays membres de l'Union européenne, hein, en tout premier lieu la France. Et on a des pays qui ont déjà indiqué que pour cette raison-là, ils refuseraient de valider le RSI modifié, les amendements qui sont proposés. On a notamment la Suisse qui a fait très clairement savoir que les atteintes à sa souveraineté n'étaient pas acceptables par ce texte. À ma connaissance, l'Argentine a pris la même position. L'Angleterre a également indiqué qu'elle ne voterait pas, je crois, pour les mêmes raisons d'atteinte à la souveraineté. Il faudrait vérifier. Mais voilà un peu où on en est. Oui, c'est effectivement, maître. Hein. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est grave à la fois. Mais on imagine, je vais forcer le trait. Il y a une épidémie de gastro en Corrèze. Manifestement, l'OMS pourrait s'en saisir. Enfin, j'exagère, bien entendu. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs. Mais c'est pour à un moment donné bien cadrer ce qu'il en est. Alors, je vais repasser. Merci pour cet éclairage, maître, là-dessus. Et merci d'être là ce matin, toutes les deux. Je vais repasser, redonner la parole à Karine là-dessus, sur votre site. Je vous invite, un syndicat Liberté Santé, notamment. Vous parlez carrément alors, vous posez la question, il y a un point d'interrogation. Un putsch de l'OMS sur la souveraineté des peuples en matière de santé publique. La question a le mérite d'être posée, elle a le mérite d'être claire et franche, Karine. Oui, oui, dès le moment qu'on censure les gens, parce que ça fait quand même partie de ces textes, c'est une grosse partie de ces textes, de contrer ce qu'ils appellent la désinformation et la mésinformation. Ils parlent même d'infodémie, ils inventent maintenant de nouveaux mots. C'est quand même très grave. On l'a vu déjà pendant la crise, comme évoqué tout à l'heure par Laetitia. Et c'est ce qui va se passer tout le temps maintenant. Donc, un médecin qui a une parole dissidente, on le fait taire. Voilà. Et une autre chose très inquiétante, c'est le fait que donc, le directeur général de l'OMS pourra décider des traitements autorisés et des traitements interdits. Voilà, sans conteste possible, puisque de toute façon, il y aura censure. Donc, le syndicat Liberté Santé, qui est un syndicat de soignants et assimilés, s'inquiète de cette atteinte tant aux professionnels qu'aux professions du soin et même au système de santé. Parce que la médecine vue par l'OMS, c'est quand même une médecine très standardisée, protocolaire, numérique. Ce n'est pas du tout les valeurs que le syndicat défend. Hein. On veut vraiment une santé du soin, une santé faite et pratiquée par des humains sur des personnes humaines. Voilà, et non pas, on ne veut pas traiter des maladies, mais des personnes qui souffrent. Oui, parce que, Karine, je me permets d'intervenir et je vous laisse la parole après. C'est ce qu'on a vu pendant le Covid, qu'on a interdit aux médecins de prescrire. C'est-à-dire que là, on était à l'encontre, on a nié manifestement le serment d'Hippocrate, où chaque médecin généraliste et de famille connaît le patient en question avec un tableau clinique de pathologie plus ou moins importante, où il est capable de délivrer des médicaments en fonction de l'état de santé. Là, vous le dites finalement, on continue là-dedans, c'est ça qu'on doit comprendre, Karine ? Oui, c'est vraiment la crainte majeure qu'on peut avoir effectivement à la lecture de ces textes. Hein. Moi, je vais être honnête, hein, quand les avocats nous en ont parlé au début, j'ai cru un canular. Bon, c'était pas possible. Et oui, c'est bien écrit, hein, je suis allée vérifier.
C'est bien Ouais. écrit comme ça. Ouais. Vous dites interdit de prescrire. Oui, donc interdit de parole, interdit de prescrire. J'irais même plus loin, interdit de soigner. C'est quand même Ouais. grave. On est en France, en 2021, on a interdit à des médecins de soigner leurs patients. Et pourtant, sur le terrain, tous les médecins qui ont soigné ont eu de très, très beaux taux de réussite avec leur traitement parce qu'ils ont parlé entre eux. Et c'est ça, Et la de médecine. gros ennuis aussi, Karine. Et de gros ennuis aussi pour certains. Hein. Ah bah oui, ils ont été convoqués devant les ordres. Hein. Mais il y a un petit rétro-pédalage quand même en ce moment avec les ordres parce que… Voilà. Ouais. Donc, continue là-dessus, c'est intéressant. Le fameux putsch contre les souverainetés des peuples en matière de santé publique, hein, parce que non, on en parlait. La Commission européenne ou l'Union européenne n'a aucune prérogative manifeste et établie sur les questions de santé publique et sanitaire sur les États membres. On est d'accord, hein? Jusqu'à présent, oui. Mais là, ils ont fait paraître un communiqué de presse où ils veulent justement s'arroger les pouvoirs en matière de santé. Et comme le disait tout à l'heure Laetitia, santé, voilà, c'est le bon prétexte. Hein, comme l'a été l'état d'urgence, c'est un bon prétexte pour faire passer toutes ces choses-là qui ne seraient jamais passées en temps normal. Hein, toutes ces atteintes à nos droits fondamentaux quand même. Hein. Donc… Ouais. En réalité, allez-y, je vous en prie. Oui, ce qui risque de se passer, c'est que ce qui ne sera pas adopté au niveau de l'OMS, là, puisqu'a priori le traité pandémie devrait être reporté, je pense que l'Union européenne envisage très clairement de le faire passer au niveau de l'Europe sans attendre l'OMS, ce qui est très, très inquiétant quand on voit comment la crise Covid a été traitée par l'Union européenne et la façon dont les contrats ont été conclus par Madame von der Leyen en dehors en dehors de son mandat. Et dans la discrétion la plus complète et même dans le secret le plus complet, puisqu'on n'arrive toujours pas à savoir dans quelles conditions ces traités ont été négociés et qu'il y a des procédures en cours à son encontre pour savoir comment ces traités, ces contrats ont été négociés avec l'industrie pharmaceutique. Et avec de l'argent public, maître, hein, avec de l'argent public en plus. Hein. Avec de l'argent public et Dieu sait que ça nous a coûté quelques milliards. Donc, c'est complètement hallucinant qu'on nous explique que ça a été négocié par SMS en dehors de tout mandat et qu'on refuse de nous donner ces SMS et les contrats. Donc, bon, voilà, on est dans quelque chose de totalement hallucinant. Il y a une autre chose qui est totalement hallucinante sur laquelle je souhaitais revenir, c'est le fait que l'AMS ne respecte pas elle-même les dispositions du traité du règlement sanitaire international pour adopter pour faire adopter les amendements en cours. C'est-à-dire que le RSI actuel, le règlement sanitaire international qui est actuellement en vigueur, prévoit que tout projet doit être soumis aux États 4 mois au moins avant son adoption, sa présentation à l'Assemblée mondiale de la santé. Or, j'ai commencé par vous dire que les négociations se poursuivent. On sait qu'il y a encore des discussions en cours, alors qu'on est en pleine Assemblée mondiale de la santé. Il a été répondu sur ce point que ça fait tellement longtemps qu'on discute les traités qu'en réalité, tous les États savent où on en est. C'est pas ce que dit le texte. Le texte dit les projets définitifs doivent être soumis à l'AMS 4 mois au moins avant de pouvoir être adoptés. Et là, on est en plein milieu de l'AMS, on est encore en train de discuter. Donc, l'OMS est en train de s'affranchir de ses propres règles pour tenter de faire passer son putsch, si c'est le terme qu'a choisi le SLS, je le reprends, pour essayer de faire ce putsch sur la santé mondiale. Et c'est très, très grave. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on n'en parle pas au niveau français. J'avais des échanges encore cet après-midi avec d'autres avocats européens qui m'indiquent que la France doit être un des pays les moins informés sur ces questions de toute l'Europe. Donc, ils n'en reviennent pas. Pour le pays des droits de l'homme, ils ne comprennent pas comment il y a aussi peu de médias qui s'intéressent au sujet. Et de ce point de vue, je vous remercie. Et comment il y a aussi peu de citoyens français qui sont informés de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment très grave. Oui, ben je voulais justement en parler de ça et je vous laisse la parole et je la donnerai après à Karine, bien entendu, là-dessus. C'est vrai que nous, chez Toxin, on en parle, mais tout de même, avec ce qu'on lit, ce qu'on a appris et ce que vous nous dites ce matin, mesdames, et je vous remercie d'être là, bien entendu, pour nous parler de ce traité pandémique et de ce RSI, le règlement sanitaire international. Comment ça se fait finalement? Comment on peut expliquer que dans ce pays, aucun média n'en parle, notamment en plus en pleine campagne d'élections européennes? On aurait aimé tout de même avoir un éclairage sur différents plateaux télé parce qu'ils ont quand même été
Ils n'ont pas été avares pendant le Covid de santé, de spécialistes, de tutologues, de spécialistes. Là, c'est le blackout médiatique total. Comment on peut, est-ce qu'on peut l'expliquer, maître, ou pas? Ou est-ce que c'est tellement grave que finalement, il faut mieux mettre la poussière sanitaire sous le tapis? Ah ben, vous savez, la crise Covid a quand même révélé des niveaux de censure jamais égalés. Et puis, on a quand même des nouveaux textes qui sont pris très régulièrement pour faire peur aux gens qui s'expriment en faisant peser sur leur tête des risques de poursuite. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est texte sur la désinformation, c'est très, très inquiétant pour la liberté d'expression dans notre pays. Et pour la liberté de la presse, et quand on dit que les médias sont un quatrième pouvoir, effectivement, on comprend totalement comment. C'est-à-dire que quand ce quatrième pouvoir ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations qui sont données, il n'y a pas non plus de révolte, puisque les gens ne sont pas informés. On a quand même eu au Sénat des interventions de sénateurs qui ont expliqué que les pressions qui étaient mises sur les groupes sur les médias étaient juste inacceptables. Donc, je pense que, et puis on a eu une présidence de la République qui convoque les médias avant de sortir des textes pour leur expliquer quels sont les éléments de langage à retenir. Bon, c'est juste surréaliste ce qui se passe. Donc oui, ça explique qu'effectivement les médias, ne souhaitant pas perdre tout leur crédit notamment et tous les financements publics dont ils bénéficient, soient très prudents avec l'information qu'ils dispensent, qu'ils relayent plus les éléments de langage qui leur sont donnés par le gouvernement que la réalité des textes, et que tout ça va dans le sens de soit ce qu'on veut nous faire croire, soit ce qu'on veut adopter. Oui, c'est relativement inquiétant, et l'OMS d'ailleurs prévoit comme l'a dit Karine, prévoit dans ses textes la lutte contre la désinformation et la mésinformation. Je ne vois pas comment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation qui n'est pas élue, qui n'a aucune légitimité démocratique, peut venir nous expliquer qu'est-ce que c'est que la désinformation et la mésinformation, et mettre la pression sur les États pour qu'il n'y ait en fait qu'une seule parole et une seule opinion et une seule position qui soit défendue. Tout le reste, c'est de la désinformation et de la mésinformation. Donc, c'est l'OMS qui va décider qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, ou en tout cas qui va inciter les États à adopter une ligne cohérente et commune, et tout ce qui va être parole dissidente va pouvoir effectivement être qualifié de désinformation et de mésinformation. Les médias, évidemment, ceux compris, les avocats et tous les syndicats qui pourront s'exprimer, et tous les gens qui prendront la parole. Donc, on fait peser des pressions qui ne sont pas acceptables. Oui, mais je vais me tourner vers Karine là-dessus. Avec le syndicat Liberté Santé, je ne vous ai pas vu sur les grands médias, Karine. Vous les avez contactés, les médias, j'imagine, vous envoyez des communiqués de presse. C'est terrible, parce qu'il y a une véritable omerta pour vous aussi, vous êtes un syndicat, on est en devoir. Enfin, il y a une espèce de déontologie à vous recevoir, tout de même, au moins une déontologie. Donc, on ne nous a pas reçus, mais ça ne nous a pas empêché de beaucoup communiquer sur le sujet. Et c'est très important de voir que finalement, toute cette communication qui s'est faite sur les réseaux sociaux, eh bien, elle a porté ses fruits, parce que l'OMS rétropédale, malgré tout. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, trouver des informations à diffuser sur notre site, syndicat-liberté sans accent-santé sans accent, je crois que c'est .fr. Donc, voilà, il y a un onglet qui est dédié à ça. Vous trouverez toutes les informations utiles, du matériel didactique, voilà. Parce que même si les médias n'en parlent pas, pour le coup, le syndicat Liberté Santé était là aux premières lignes pour aider les soignants suspendus quand cette loi s'est abattue sur les soignants. Voilà. Et donc, nous, même si les médias n'en ont pas parlé, nous, on l'a vu, on était là pour les soutenir au maximum de toutes les façons possibles. D'ailleurs, même de façon au-delà de ce que font les simples syndicats habituellement. L'aide a été… les gros syndicats, on ne les a pas trop entendus sur la suspension des contrats de travail. On ne les a pas du tout entendus, je me permets, ça c'est un avis personnel, mais je trouve qu'on ne les a pas entendus, à part vous, mais les gros syndicats là-dessus. Et d'ailleurs, on parle de ça, on a encore 5 minutes devant nous. Merci mesdames d'être là ce matin sur la matinale Tocsin. Merci à tous d'être là pour ce sujet extrêmement explosif. Vous le savez,
OMS, traité pandémie et RSI. Je reçois ce matin Karine, qui est membre du conseil d'administration du syndicat Liberté et Santé, et Maître Rigaud, qui est avocate et qui collabore avec ce syndicat pour dénoncer ce qui est en train de se passer justement. Les soignants suspendus, Karine, il y en a eu beaucoup. Le gouvernement, je me rappelle qu'Olivier Véran, il en avait compté quelques centaines. Je pense qu'on est 20 fois plus ou 40 fois plus. Finalement, il y a eu des prud'hommes. Il y a très peu de prud'hommes qui ont statué en faveur des soignants. Quelques-uns ont gagné. Aujourd'hui, la situation, c'est quoi? C'est qu'ils ont été réintégrés, pas réintégrés. Certains, on sait qu'ils sont partis faire autre chose d'ailleurs. Partis faire autre chose. C'est quoi un peu la situation rapidement, Karine, à ce sujet-là? Eh bien, beaucoup ont été réintégrés, d'autres ne veulent plus entendre parler de leur ancienne profession. Beaucoup se sont expatriés, beaucoup se sont reconvertis. Et il y a des réintégrations qui se passent bien, d'autres pas vraiment. C'est assez disparate, les situations. Mais en tout cas, les soignants qui ont subi toute cette horreur, parce qu'ils ont été vraiment jetés dans la détresse, dans la misère et la détresse, peuvent demander réparation, d'après Maître Guillon, jusqu'en janvier 2025. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des actions. C'est vrai que peu d'actions ont porté jusqu'à présent, mais attention, les recours au fond commencent maintenant à être étudiés. Il y avait, les référés, c'est une chose, les recours au fond en sont une autre. Et puis, aujourd'hui, l'opinion publique, malgré le silence des médias, est un peu plus informée malgré tout. Et donc, il y a un retournement quand même aussi dans l'opinion publique. Donc maintenant, les juges, je pense, vont être un petit peu plus à même de donner satisfaction aux personnes qui ont été lésées. Alors, on va finir avec Maître Rigaud, collectif des 300 avocats. Là-dessus, est-ce que cette bataille juridique, elle peut être gagnée, Maître, ou pas, finalement, en partie, totalement, ou est-ce que c'est très compliqué, vous qui êtes membre de ce collectif des 300 avocats? Quelle bataille? Celle contre l'OMS? Oui, celle contre l'OMS, le sujet. Est-ce qu'à un moment donné, les recours, vous allez nous le dire. Écoutez, alors, même si le RSI, alors, le traité, s'il est soumis finalement au vote, même si ces textes devaient être adoptés aujourd'hui, la lutte ne serait pas terminée, puisqu'il y a encore des possibilités de rejeter. La France aura encore la possibilité de rejeter l'application pour elle-même ou de faire des réserves sur certaines dispositions qui ne lui conviendraient pas. Donc, on attend avec impatience de savoir ce qui va sortir de cette 77e Assemblée mondiale de l'OMS pour savoir quelles sont les décisions qui ont été prises et pouvoir mettre en place les mesures à venir pour lutter. Et on aura besoin évidemment du soutien et de la participation de l'ensemble des personnes qui seront contre ces textes, si ceux-ci sont adoptés, pour pouvoir se mobiliser, parce qu'on aura devant nous un délai de 10 mois pour agir et pour combattre, alors 6 ou 10 mois, ça dépend des traités, mais pour agir et demander à l'État français de rejeter ces textes ou de formuler des réserves suffisamment importantes pour que ça n'impacte pas notre souveraineté en matière de santé. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup qui a été fait avant, mais il y aura beaucoup à faire après si les textes sont adoptés. Et il faudra qu'on puisse compter sur chacun d'entre vous. Il ne faut pas, même si ça semble être peu, il ne faut pas perdre de vue que notre action a quand même des effets, même si on ne les mesure pas au jour le jour. Je veux dire, il faudra que vraiment chaque citoyen se mobilise parce que ce qui se passe, c'est vraiment extrêmement stratégique. Et c'est vraiment très, très grave et ça peut avoir pour chacun des conséquences extrêmement importantes. Donc, voilà, j'appelle les gens à suivre tout ce qui se passe et à répondre aux mots d'ordre qui seront passés par les différents collectifs pour se mobiliser sur les suites de ces traités, parce que ce n'est pas parce qu'ils seront adoptés aujourd'hui que la guerre sera terminée. Alors, je termine par vous, Karine, là-dessus. Comment on peut, pour ceux qui le veulent, rejoindre le syndicat et vous aider, parce que c'est une question aussi, c'est aussi le nerf de la guerre, bien entendu, au syndicat Liberté Santé. Alors, eh bien, ceux qui peuvent adhérer, bien sûr, ce sont les soignants, toutes les personnes qui travaillent dans des hôpitaux, par exemple, des cuisiniers qui travaillent dans des hôpitaux, des jardiniers qui travaillent dans les hôpitaux, sont considérés comme des assimilés, donc des pompiers, etc. Donc, que ce soit étudiants, en activité, à la retraite, en arrêt de travail, toutes ces personnes-là peuvent adhérer. Et c'est vrai, plus on est nombreux et plus on est représentatif, donc plus
on a de chances de remporter des batailles dans les valeurs qui sont les nôtres. Et puis, les gens qui regrettent de ne pas pouvoir adhérer, parce que justement, ils ne font pas partie de ces critères-là, peuvent tout à fait être donateurs et donc participer en donnant de leur temps ou en participant financièrement, bien sûr. Donc, sur le site du syndicat, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir aider à sa façon. En tout cas, comme le disait Laetitia, il n'y a pas d'action dérisoire. Toutes les actions comptent. Voilà, d'en parler à son coiffeur, vraiment toutes les actions comptent et de dire non. Voilà, chacun peut dire non, je ne suis pas d'accord pour se dire oui et dire oui à de belles valeurs. Voilà. Sans quoi, cette loi qu'on a évoquée tout à l'heure, la loi du 5 août, ne s'adressera plus seulement qu'aux soignants français, mais à tous les citoyens du monde. Voilà. Et je pense que notre action a déjà eu des effets. Parce que l'information qui a été faite, même si elle a été jugée être de la désinformation, elle a quand même permis certaines avancées au niveau des différentes versions des textes. Et je pense que si l'OMS et les États sont tellement préoccupés par la désinformation et la mésinformation, c'est qu'elle porte. Donc, voilà, j'invite vraiment les gens à se renseigner, à aller sur le site du syndicat Liberté Santé et à agir, parce qu'il n'y a pas de petite action. Et il faut pas, le fatalisme n'a pas lieu d'être. On sera fataliste quand on sera mort. Pour l'instant, il y a matière à lutter et il faut absolument se mobiliser. Bon, mais voilà, vous avez toutes ces informations. Moi, je suis très heureux de vous avoir reçu, mesdames Karine, membre orthophoniste et membre du conseil d'administration du syndicat Liberté et Santé, et maître Laetitia Rigaud, vous êtes avocate et membre du collectif des 300 avocats. Je vous remercie vraiment d'être venu ce matin, nous avoir alerté là-dessus et avoir alerté nos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous deux. On vous souhaite un excellent vendredi malgré tout et un excellent week-end, mesdames. Merci à vous d'être venus dans Tocsin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus.